On va passer, on est un petit peu avant midi, donc on est parfaitement dans les temps. Donc peut-être qu'on peut parler du concours, commencer dès maintenant à parler du concours Veto Post-Bac. Là, on est une heure encore ensemble pour parler du post-bac et uniquement du post-bac. Et on accueillera, après une demi-heure de présentation de ce concours, des étudiants vétérinaires, donc qui sont actuellement dans la formation et qui sont passés par cette voie. Le concours, pour rappel, ça va être rappelé de toute façon dans la présentation, très certainement, il a été mis en place pour la première fois en 2021. Donc on a un petit peu de recul désormais avec des étudiants qui sont aujourd'hui, pour les plus anciens, ceux qui sont arrivés en 2021, en fait 4, si je dis pas de bêtises, si mes calculs sont exacts. Donc voilà, on a un petit peu de recul au suivi de ces étudiants dans ce type de concours. Oui, tout à fait. Bonjour, alors, attendez, je vais juste partager. Vous m'entendez? Ouais, très bien. Ok, super. Alors, attendez, je vais partager juste. Donc bonjour à tous, je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Soraya Chomouniclef et je suis responsable de la gestion du concours vétérinaire post-bac. Et moi, je suis Lucille Martin, je suis en charge de la coordination des formations initiales pour les écoles nationales vétérinaires de France. Donc on va vous présenter donc, le concours vétérinaire post-bac, donc la session 2025. Donc, alors tout d'abord, je vais rappeler les objectifs du concours vétérinaire post-bac. Donc, un des premiers objectifs, c'est de raccourcir. Attendez, excusez-moi, là, je ne sais pas si. Hop, voilà. Donc, raccourcir la durée moyenne des études vétérinaires. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les études dans les autres pays européens, la durée est de 5 à 6 ans. Donc, avec le concours vétérinaire post-bac, on arrive à 6 années d'études contre 7, 8 ou voire plus avec les autres voies d'accès. Ça permet aussi de recruter des élèves de très bon niveau scolaire et de qualité personnelle avérée. Ça permet aussi d'améliorer la mixité sociale des étudiants, donc notamment grâce à l'introduction d'un taux minimal de boursiers du lycée. En 2010, en 2020, pardon, en 2024, ce taux a été fixé à 17%. Et ça permet aussi une amélioration de la diversité territoriale du recrutement, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'avec les autres voies d'accès, les candidats admis étaient issus principalement des grandes métropoles. Donc en fait, les élèves qui réussissent le concours vétérinaire post-bac donc, rentrent en première année d'études communes. Donc ensuite, les études durent, comme je vous disais, 6 années. Et les autres voies d'accès rentrent directement en deuxième année. Il y a 70 places par école nationale vétérinaire, soit 280 places au total pour les 4 écoles, donc depuis 2024. Donc là, en fait, qui peut se présenter? Donc, pour pouvoir se présenter au concours vétérinaire post-bac, il faut être élève scolarisé. Donc, cela signifie que les élèves qui préparent le bac en candidat libre ne pourront pas candidater. Donc, il faut être scolarisé en classe de terminale générale, en France ou à l'étranger, et préparer le baccalauréat pour la première fois. Donc, cela signifie que si jamais vous redoublez votre année de terminale, vous ne pourrez pas candidater au concours vétérinaire post-bac. Et donc, comme il faut être en classe de terminale générale, les bacs professionnels et technologiques ne pourront pas candidater. Donc, si vous ne respectez pas toutes ces conditions d'éligibilité, vous ne pourrez pas candidater sur Parcoursup. En plus des conditions vraiment spécifiques au concours vétérinaire post-bac, il y a aussi des conditions d'éligibilité, des conditions de nationalité qui sont valables pour toutes les voies de concours. Parce qu'il faut savoir, c'est que le métier de vétérinaire est réglementé. Donc, il faut être élève de nationalité française ou d'un pays de l'Union européenne, de Suisse, Islande, Norvège, Liechtenstein, etc.
Alors là, je vais vous parler donc, des dates clés pour la session 2025. Donc de septembre à décembre, donc là, vous avez bien préparé votre projet professionnel. Il y a eu aussi l'ouverture de Parcoursup. Donc là, vous aviez accès à la fiche formation du concours vétérinaire post-bac, donc depuis le 18 décembre. Là, à partir du 15 janvier, vous pourrez vous inscrire au concours vétérinaire post-bac, donc vous inscrire et formuler un vœu. Et vous aurez jusqu'au 13 mars pour pouvoir formuler votre vœu. Et ensuite jusqu'au 2 avril pour compléter votre dossier et confirmer votre vœu. Les épreuves d'admission cette année auront lieu du 23 avril au 29 mars. Ensuite, les résultats seront disponibles sur Parcoursup à partir du 2 juin. Et ensuite, à partir effectivement aussi du 2 juin, donc, il y aura l'appel des candidats classés par ordre de mérite. Donc en fait, tout se passe sur Parcoursup. Donc les écoles nationales vétérinaires sont signataires de la charte Parcoursup que nous respectons scrupuleusement. Cela signifie qu'en fait, aucune candidature en dehors de Parcoursup ne sera acceptée. Donc, si jamais vous ne respectez pas le calendrier, nous ne pourrons rien faire pour vous. Il est aussi inutile de contacter les écoles. Si vous ne respectez pas toutes les conditions d'éligibilité, l'accès vous sera refusé sur Parcoursup. Néanmoins, si vous pensez respecter ces conditions d'éligibilité et qu'il y a un blocage au niveau de votre dossier, nous vous recommandons donc d'écrire à Parcoursup via le bouton Contact, d'expliquer votre situation et transmettre tous les justificatifs. Seul Parcoursup pourra débloquer votre dossier sur Parcoursup et vous permettre de candidater si vous respectez bien l'ensemble des conditions d'éligibilité. Donc, comme je vous disais, donc, tout se passe sur Parcoursup, c'est-à-dire tout d'abord l'expression des vœux. Donc, je rappelle du 15 février au 13 mars. Le paiement des droits d'inscription. Donc sur Parcoursup, vous obtiendrez un lien vers Paybox qui vous permettra de régler les droits d'inscription. Donc le montant est de 60 € pour les non-boursiers et 5 € pour les boursiers du lycée. Donc le montant dépend effectivement de ce qui est renseigné sur votre fiche Parcoursup, pardon, sur votre, oui, c'est ça, sur votre dossier Parcoursup. Si jamais vous êtes boursier et que le montant est de 60 €, c'est à vous de contacter votre établissement pour demander à corriger l'information. Ensuite, les droits d'inscription ne sont pas remboursables en cas de non-admission ou de non-admissibilité. C'est un droit pour s'inscrire et qui est prévu, un droit pour s'inscrire en ligne et qui est prévu par décret. Bien entendu, il ne faut pas attendre donc la dernière minute pour procéder au paiement parce que si jamais vous avez un souci de paiement, vous ne pourrez pas confirmer votre vœu et ce sera à vous de faire le nécessaire auprès de votre banque pour débloquer la situation et il n'y aura aucun délai supplémentaire qui sera accordé. Donc nous, on respecte vraiment scrupuleusement le calendrier de Parcoursup. Donc la confirmation des vœux donc, se fait aussi sur Parcoursup. Donc c'est ouvert jusqu'au 2 avril et donc à partir du 4 avril, ce sera fermé. Il y a aussi l'annonce de l'admissibilité. Donc si jamais vous êtes admissible, vous recevrez une notification de Parcoursup, probablement par mail et par texto, sur le mail et le texto que vous aurez renseigné sur votre dossier. Et ensuite, vous aurez accès au calendrier. Et donc, vous pourrez choisir un créneau. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les créneaux sont assez rapidement... pardon. Les gens, en règle générale, à partir du moment où ils sont admissibles, vont assez rapidement sur le calendrier. Et donc, nous vous recommandons vraiment de vous connecter le plus vite possible pour avoir un maximum de créneaux, parce qu'il n'y aura pas de créneau supplémentaire qui sera proposé. Une fois que vous aurez choisi un créneau, vous recevrez aussi une convocation de Parcoursup avec toutes les informations pour vous connecter lors des épreuves d'admission. Il y a aussi donc sur Parcoursup l'annonce de l'admission. Les candidats qui ont passé les épreuves d'admission auront
seront classés, ils seront classés par ordre de mérite. Et donc, par exemple, si vous êtes classé premier et que vous avez choisi les quatre écoles, c'est vous qui choisirez votre école d'affectation. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au niveau du concours, le jury met une barre d'admission. Donc, cette année, par exemple, la barre d'admission était fixée à 500. Cela signifie que sur les 840 candidats admissibles, seuls 500 candidats ont été classés. Donc, les 500 premiers candidats ont eu leur classement sur Parcoursup. Et à partir du 501e candidat, ils n'ont pas eu leur classement. Ils ont juste eu une notification de refus. Voilà. Voilà. Alors, pour pouvoir confirmer pour pouvoir confirmer un vœu sur Parcoursup, il faudra payer les droits d'inscription dont je vous ai parlé précédemment et aussi renseigner un questionnaire de préorientation. Alors, ce questionnaire de préorientation est en fait un questionnaire de sensibilisation qui vous permet de savoir si votre niveau scolaire vous permettra ou non de suivre des études vétérinaires et si vous avez une bonne représentation des métiers auxquels la formation donne accès. Ce n'est pas noté. Nous n'avons pas du tout accès aux résultats. Donc, nous vous recommandons d'être le plus honnête possible. C'est vraiment pour vous. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce questionnaire est différent de celui des licences de biologie. Une fois que vous aurez répondu au questionnaire de préorientation, vous aurez une attestation qu'il vous faudra impérativement ensuite donc télécharger, puis déposer sur Parcoursup pour pouvoir valider votre vœu. Et pareil, nous vous recommandons de ne pas attendre la dernière minute pour répondre à ce questionnaire de préorientation, parce que si jamais vous ne téléchargez pas l'attestation, vous ne pourrez pas valider votre vœu. Voilà. Tac, tac, tac. Donc, bien sûr, nous vous recommandons de suivre scrupuleusement toutes les étapes. Et aussi, si vous voulez vraiment être vétérinaire, nous vous conseillons d'indiquer les quatre écoles nationales vétérinaires en sous-vœu. Ce qu'il faut savoir, c'est que Parcoursup ne propose jamais de place pour une école qui n'est pas demandée. C'est-à-dire que même si vous êtes très bien classé et que votre classement vous aurait permis d'avoir une proposition pour une école, cette place sera proposée au candidat qui sera un peu moins bien classé que vous, mais qui aura demandé cette école. Et bien entendu, ce concours concerne donc uniquement les écoles nationales vétérinaires et donc il ne concerne pas l'école privée Unilassal. Donc l'admissibilité, voilà. Donc l'admissibilité repose essentiellement sur les résultats scolaires. Donc ce qui est pris en compte, c'est les notes de première et de terminale en histoire-géographie et en langue vivante A et B, les trois spécialités de classe de première, les deux spécialités de classe de terminale et les notes des épreuves anticipées au baccalauréat de français. Les options ne comptent pas. Donc, par exemple, les écoles nationales vétérinaires recommandent de choisir les mathématiques complémentaires si vous décidez d'abandonner la spécialité mathématiques en terminale. Mais donc, c'est vraiment pour vous et pour pouvoir suivre plus facilement lors de vos études vétérinaires, mais ces notes ne sont pas prises en compte. Il y a aussi une prise en compte des points à venir. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que toutes les particularités de tous les baccalauréats généraux, dont les Abibac, Bachibac, ESABac et bac internationaux, sont prises en considération. Donc, si jamais votre établissement pratique une notation différente de l'échelle de 0 à 20 qui est pratiquée en France, il vous faudra vous assurer que la grille de conversion est bien précisée lorsque vous remonterez vos notes sur Parcoursup. Et bien entendu, ce type de dossier est examiné avec attention par le jury au cas par cas. Donc là, on va parler des spécialités. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un vétérinaire est avant tout un scientifique de haut niveau. Et donc, c'est pour ces raisons qu'en fait, les écoles nationales vétérinaires recommandent en terminale la triplette SVT ou biologie-écologie donc dans les lycées agricoles, physique-chimie et mathématiques. Donc, comme je vous disais précédemment, si vous décidez d'abandonner les mathématiques en classe de terminale, nous vous conseillons de prendre l'option mathématiques complémentaires.
Aucune spécialité n'est obligatoire, mais il y a quand même des spécialités qui sont vivement recommandées pour pouvoir ensuite suivre des études en école vétérinaire. Donc en fait, une fois donc au niveau du concours, donc il y a une première phase, donc c'est la phase d'admissibilité. Cette année, il y a eu 840 candidats qui ont été admissibles, et ensuite les candidats admissibles passent les épreuves d'admission. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour cette phase, les compteurs sont remis à zéro. C'est-à-dire que les candidats sont classés uniquement, évalués et classés uniquement par rapport aux résultats qu'ils obtiennent pendant les épreuves d'admission. Alors, ces épreuves d'admission, ce sont des épreuves qui sont sélectives sous forme d'ateliers. Donc, il y a 7 ateliers d'un format très court. Alors, il y a 4 mini-entretiens et 3 QCM. Alors, les entretiens, donc les thèmes sont expérience en relation avec la profession, perspective d'avenir, approche du bien-être animal, dilemme éthique ou moral. Au niveau des QCM, interprétation de données, calcul arithmétique, aptitude visio-spatiale et capacité de raisonnement. Bien entendu, pour les QCM, les calculatrices sont autorisées. C'est les mêmes types de calculatrices qui sont autorisées pour les épreuves du baccalauréat en mode examen. Ces épreuves sont organisées en distanciel sous l'outil Zoom. Donc, c'est l'outil que vous utilisez aujourd'hui pour vous connecter. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le contenu des épreuves change chaque année et qu'il n'y a pas d'annale et que tous les candidats et les examinateurs signent un engagement de confidentialité. Donc, il faut vraiment bien se préparer aux entretiens. Donc, étant donné les techniques d'entretien utilisées, donc, comme je vous disais, sur un format très court et chronométré, les écoles nationales vétérinaires déconseillent toute forme de bachotage qui vise à modifier la spontanéité des réponses. Donc, ces épreuves visent à explorer donc, les caractéristiques personnelles et interpersonnelles des candidats. Et donc, si vous bachotez trop, ce qui va se passer, c'est que vous aurez des échanges qui seront beaucoup moins intéressants, vous serez moins spontané et vous aurez des réponses beaucoup plus formatées. Donc, pour bien se préparer aux entretiens, donc, il faut avoir bien maturé son projet professionnel, avoir une bonne connaissance des métiers du vétérinaire, du monde animal, de l'élevage. Avoir fait des stages est un plus, bien entendu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les attestations de stage et les lettres de recommandation ne sont pas demandées. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de nous les envoyer, puisque comme elles ne sont pas demandées, nous ne les acceptons pas. Néanmoins, si vous avez effectué des stages, vous pourrez bien entendu les valoriser lors des oraux. Il faut aussi avoir bien réfléchi donc, à son projet professionnel, donc avoir une connaissance, une expérience du travail avec les animaux et leurs produits, en établissement de soins vétérinaires, en élevage ou dans l'industrie. Alors, quel profil nous recherchons? Euh, Tous les attendus sont définis dans l'arrêté du 3 décembre 2020 et vous les retrouverez donc dans la fiche formation de Parcoursup. Donc nous recherchons bien entendu des élèves avec un bon niveau scolaire, avec de bonnes connaissances et compétences scientifiques, avec des qualités intellectuelles, donc tout ce qui est agilité intellectuelle et capacité de raisonnement. Il faut savoir construire une argumentation structurée, avoir des bonnes connaissances et compétences méthodologiques, mais aussi des qualités humaines telles que l'empathie, la bienveillance et l'écoute, et bien sûr savoir se remettre en question. Alors, les dates des épreuves orales. Donc, le 3 avril, donc, Parcoursup sera clôturé. Donc, vous avez jusqu'au 2 avril, je crois que c'est 23h59. Donc là, vous devez bien vous référer aux dates indiquées sur Parcoursup. Les épreuves orales ont lieu sur une demi-journée par candidat, donc du mercredi 23 avril au mardi 29 avril. Donc les candidats de la zone A, C et la Corse seront en vacances. Les candidats de la zone B passeront les épreuves d'admission et auront probablement des cours. Dans ces cas-là, vous pourrez justifier de vos absences à l'aide de la convocation que vous pourrez télécharger sur Parcoursup.
Alors, les résultats. Donc, l'admission définitive est subordonnée à l'obtention du baccalauréat général ou du diplôme étranger reconnu équivalent. Les résultats sont communiqués via Parcoursup, donc selon son calendrier annuel. Et les admissions donc, sont proposées par ordre de mérite décroissant aux candidats qui ont reçu, qui ont réussi l'ensemble des épreuves. Merci de votre attention. Euh, Soraya, on a un petit peu des questions dans le chat hein, qui défilent. oui. Peut-être que je peux en pousser quelques-unes avant d'accueillir nos étudiants. Alors, c'est concernant concernant les notes, hein, c'est toujours un peu le, le- la question qui revient très très souvent. À la fois le niveau scolaire et puis la pondération en fonction des notes de spé. Alors on l'a dit, hein, les notes de spé évidemment sont importantes. Elles sont regardées en première et en terminale et elles sont, comment dire, là pour le coup il y a une pondération de ces notes-là qui s'appliquent. Exactement, Mathieu, si je peux prendre la main. Tout à fait. Donc, alors déjà, une chose, c'est que vous avez un site du concours post-bac qui détaille vraiment bien tous les éléments. Sur ce site, vous avez le rapport complet de la session 2024 avec les chiffres clés. Donc, je vous invite, pour les plus curieux, à consulter ce rapport. Et pour les spécialités, on veut des scientifiques, hein, des scientifiques de haut niveau, comme l'a rappelé Soraya. Donc, les spécialités qui nous intéressent, c'est évidemment la biologie, donc que ce soit en lycée général ou en lycée agricole, la physique-chimie qui est très importante en première année, et les mathématiques. Donc, on va mettre une pondération plus importante sur les matières scientifiques. C'est clair, c'est notre objectif. Quand on veut rentrer à Polytechnique, c'est les maths qui comptent. Eh bien, pour rentrer en veto, eh bien, il faut de la biologie, de la physique-chimie et des maths. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Concernant le niveau scolaire, eh bien, c'est un concours, donc c'est les meilleurs qui rentrent, qui sont admis. Donc là aussi, ça va dépendre un petit peu du pool annuel et des candidats, puisque les candidats sont comparés les uns aux autres en fonction de leurs notes. Voilà. Donc je ne sais pas si ça répond aux questions, Mathieu, ou si tu penses que ma réponse est incomplète. C'est bien. Après, peut-être qu'on pourra en parler avec les étudiants ensuite, mais par rapport au conseil de préparation à ce concours, sachant que Soraya l'a dit, hein, c'est vraiment c'est comme McDo, venez comme vous êtes, et c'est ça qui est important, c'est la spontanéité des réponses. Toutefois, on vous demande quand même d'avoir une connaissance un petit peu alors, de la profession vétérinaire, certes, mais de l'écosystème aussi. Et puis, ça a été rappelé dans la présentation, au même titre que d'autres voies de préparation d'ailleurs, un peu de culture générale autour de l'éthique, du bien-être animal, des choses que intéressez-vous finalement à l'environnement dans lequel vous allez peut-être évoluer. Oui, merci beaucoup Mathieu. C'est très important effectivement d'avoir une bonne connaissance de l'environnement professionnel parce que l'idée qui est derrière ce concours, c'est quand même de recruter des étudiants, des élèves qui ont une idée un petit peu concrète de ce que peut être le monde vétérinaire, le monde de l'élevage également, et donc pas uniquement des émissions qui sont vues à la télé et qui donnent finalement souvent, même si elles ont l'air réalistes, une vision très idéaliste de la profession vétérinaire. Donc, il faut faire des stages, il faut s'intéresser. Alors, les stages, ça ne veut pas dire uniquement aller voir des vétos. Vous pouvez, par exemple, faire du bénévolat pour la SPA. Dans les SPA, il y a des vétos. Vous pouvez interagir. Voilà, c'est avoir des choses un petit peu concrètes entre les mains. Et c'est ça qui fait la meilleure préparation aux épreuves orales. Il y a des questions qui concernent pas seulement l'individu, mais aussi l'établissement, en fait. Un individu dans un établissement. J'entends par là que avoir 16 de moyenne dans une classe où tout le monde a 15,
c'est peut-être moins représentatif qu'un élève a 16 de moyenne dans une classe qui a 12. Donc, est-ce que ces éléments sont un peu, disons, la performance des établissements est un petit peu regardée au crible? Ce qui est regardé, c'est finalement le classement de l'élève dans sa classe. C'est ça qui est important, c'est-à-dire, comme tu viens de le dire, Mathieu, si dans une même classe, tout le monde a 16 et que la moyenne de classe est de 15, on ne sait pas finalement si l'élève, il est bon ou très bon. Alors, nous, on ne regarde pas l'origine de provenance des étudiants, des élèves dans les lycées. On ne fait pas comme les classes prépa. Les classes prépa, elles vont aller chercher, entre guillemets, les meilleurs lycées. Nous, ce n'est pas du tout notre objectif puisqu'on veut aussi une diversité territoriale et donner la chance d'accéder aux études vétérinaires à des élèves qui sont peut-être dans des lycées moins réputés, mais qui ont la motivation, la connaissance du monde pro et le niveau pour intégrer. Et je rappelle ce qui est très très important, c'est que sur la phase finale qui va donc déterminer le classement et l'intégration dans une école vétérinaire, contrairement à tous les autres concours qui existent actuellement, euh, on ne prend pas du tout en compte les notes obtenues dans la première phase. C'est-à-dire que, comme Soraya l'a dit, les compteurs sont remis à zéro. Et donc, ce qui va compter vraiment dans cette deuxième phase, c'est vos qualités personnelles, votre connaissance du monde professionnel et votre aptitude à réaliser un certain nombre de choses qui sont en lien avec des connaissances de calcul, de réflexion, d'analyse, un petit peu de données, et qui, ça, sont évaluées au travers des trois épreuves de QCM. Juste pour Donc, compléter la réponse, pardon, excuse-moi, de Lucille par rapport à l'origine des lycées, on ne fait pas du tout de distinction, effectivement, on ne regarde pas l'origine géographique, ni si c'est un lycée privé, public ou réputé ou non. Voilà, c'est vraiment des choses qu'on ne regarde pas du tout. Question qui concerne pardon, l'organisation des QCM. C'est en distanciel sécurisé. Il n'y a pas de lieu d'examen. Donc, chacun est chez soi, en fait, pour pouvoir réaliser ses épreuves. Alors, il y a une petite question enfin, les gens s'inquiètent un petit peu techniquement. Comment ça marche? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Oui, Maya, je te laisse répondre. oui, il n'y a pas de souci. Donc en fait, comme je disais, les épreuves en fait durent à peu près sur 2 heures. Donc vous allez aller sur Parcoursup, donc choisir un créneau. Ensuite, vous recevrez tous les codes de connexion. Donc vous aurez vraiment toute la procédure. Et ensuite, lors des épreuves, en fait, comme j'expliquais, c'est des épreuves qui sont chronométrées. Donc chaque candidat va passer toutes les épreuves une par une. L'ordre diffère en fonction des candidats. Et donc, il y aura les 4 ateliers. Donc, ça sera un face-à-face avec un examinateur. Donc, chaque atelier est aussi chronométré. Et il y aura aussi des épreuves de QCM qui se font sur ordinateur, qui sont aussi surveillées, euh, qui seront surveillées. Et donc, vous aurez donc 3 QCM différents et chronométrés. Donc, à la fin du QCM, tout s'enregistre automatiquement. Voilà. Est-ce que le temps de Alors, réponse est pris en compte? non, c'est chronométré, c'est-à-dire que Oui, mais on peut. si on est plus rapide, non, il n'y a Non, pas de non, non. bonus qui s'applique si on est plus rapide à répondre. Non. Ok. On n'a aucun bonus. Et si vous êtes admissible, vous aurez un espace qui sera ouvert sur le site du concours et qui vous permettra de tester vos connexions, de récupérer tous les outils nécessaires et de faire des petits tests sur des QCM d'entraînement, entre guillemets, c'est-à-dire de voir comment ça fonctionne, un QCM sur Moodle. Donc vous aurez tous les éléments et tous les outils pour vous préparer de façon concrète aux épreuves orales sur le site du concours. Tout à fait. Et Et, tous les noms des ateliers et des QCM sont bien entendu disponibles à la fois sur le site du concours et aussi sur la fiche Parcoursup. Oui. euh, une petite mise en garde concernant, parce qu'il y a des questions qui sont toujours posées par rapport à ça, la faune sauvage, l'exercice de la médecine vétérinaire en parc zoologique ou en réserve. Peut-être que, parce que Charlotte, je la vois, est-ce que tu as beaucoup
de tes collègues en VET6 qui s'orientent vers cette voie-là? Et la réponse, je pense, est non. Donc, attention à ça, ne vous orientez pas spécifiquement vers cela enfin, c'est un peu trop idéalisé, un peu trop fantasmé. Il y en a, mais vraiment, c'est pas la majorité, quoi, loin de là. Charlotte. Oui, bah c'est vrai que pour le coup, il y a de la place un peu partout maintenant en vétérinaire actuellement, en rural, en les chiens, les chats, les équins, enfin vous trouvez de la place. Et ce qui bouge le plus, c'est la faune sauvage ou vraiment les parcs zoologiques. Et c'est pas non plus très très structuré. C'est par réseau, vous faites des stages à des endroits où vous commencez à connaître des gens, reprendre leur place derrière quand ils partent à la retraite ou qu'ils arrêtent, mais c'est sûrement la partie de la profession qui est la moins structurée, avec le moins de débouchés. Après, c'est pas du tout une partie qui m'intéresse, du coup je me suis pas forcément renseignée plus que ça. Non, non, Donc je non, serai mais peut-être un peu plus. et en plus, à ta connaissance, je ne crois pas qu'il y ait énormément de gens dans la promo qui s'orientent vers cela, hein. Donc il y a quelques anciens hein, qui sont en parc zoologique mais, de l'école, mais vraiment c'est très rare. Et puis en plus, c'est un exercice tout à fait particulier qui est un peu même éloigné du soin avec beaucoup d'administratifs et puis des préoccupations qui concernent le bien-être animal, la nutrition, par exemple, puisque ce sont des espèces tout à fait particulières, mais opérer l'œil d'un tigre, faut pas espérer faire ça tous les jours en parc zoologique. Donc attention à cette envie. Voilà, renseignez-vous bien là-dessus avant d'y aller. Voilà. C'est juste un petit aparté parce que je vois des questions un peu on s'éloigne peut-être un petit peu du sujet, mais néanmoins, comme ça revient de façon récurrente, et dans tous les forums d'ailleurs, hein, je me permets de prendre la parole là-dessus. Euh, Est-ce que nos étudiants sont là? Donc, alors, Pierre, Amy, Hélène, j'ai vu, Amandine, j'ai vu, Amy, j'ai vu aussi, Éline. J'ai vu, si tu me permets, Mathieu, pas mal de questions sur les tiers-temps. Ah oui. Donc oui, il y a possibilité d'aménagement d'épreuves, mais néanmoins, il faut faire une demande spécifique, c'est-à-dire que les tiers-temps accordés pour le baccalauréat ne sont pas nécessairement accordés pour le concours. Donc, si vous allez vous inscrire, il y a une procédure qui vous sera indiquée pour faire une demande de tiers-temps. Et c'est le jury qui décide si le tiers-temps est accordé ou pas sur proposition du médecin du handicap, référent du handicap. Donc, c'est pas automatique si vous cliquez sur le bouton demande d'aménagement. Oui, donc Oui, ça n'est pas exclusif non plus. juste pour compléter, effectivement, si vous souhaitez faire une demande d'aménagement, donc sur Parcoursup, il y a une case à cocher. Mais en plus de la case à cocher, il y a aussi effectivement la transmission de tous les documents, etc. Tout est indiqué donc sur le site du concours. Il suffit d'aller, vous verrez, il y a une FAQ. Donc vous tapez aménagement et vous aurez les informations. Et bien entendu, pour les demandes d'aménagement, c'est pareil. Vous aurez jusqu'au 2 avril pour transmettre les demandes. Si vous les transmettez après, même si vous êtes admissible, ça ne sera pas pris en compte. Et comme vous le disiez, Lucille, donc c'est une demande et ensuite on vous répond, on vous dit si c'est accepté ou non. Juste pour information, j'ai vu tout à l'heure une question concernant les résultats à l'admissibilité. Donc comme je disais tout à l'heure, tous les résultats sont transmis sur Parcoursup. C'est-à-dire que quand il y aura la phase d'admissibilité, Parcoursup n'enverra un message uniquement aux candidats qui sont admissibles. Les candidats qui ne sont pas admissibles auront la réponse début juin. Nous n'envoyons pas de mail pour prévenir les candidats non admissibles qui ne sont pas non admissibles, en fait. Il y a pas mal de questions sur les problèmes de connexion. Alors déjà, rassurez-vous, nous en avons très peu et c'est géré au fur et à mesure, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, il y en a, mais ils ne sont pas très nombreux et souvent le problème de connexion est en lien avec la connexion du candidat et pas l'école nationale d'Alfort qui accueille le concours.
Là, il y a Il y a aussi un des Wi-Fi questions gratuit, hein, sur, si vous pardon. voulez. Il y a eu des questions sur le nombre de candidats. Sur la fiche Parcoursup, vous aurez le nombre de candidats, le nombre d'admissibles, etc. Vous aurez vraiment toutes les informations qui sont détaillées sur la fiche Parcoursup et le rapport de 2024, si vous voulez avoir plus de détails. Alors, le nombre de présentations au concours aussi, je vois que ça a été répondu. Mais en fait, si vous présentez le concours post-bac et que vous êtes ni admissible ni admis, ça ne modifie pas votre nombre de chances totales qui est de 2. En fait, le fait d'avoir le concours post-bac, c'est une chance supplémentaire d'intégrer une école vétérinaire française. Et ça, c'est un élément qui a changé, parce que ça n'était pas le cas dans les toutes premières organisations du concours, mais voilà, ça a évolué. Donc, pas de souci quelque part si vous souhaitez aller vers le concours post-bac et que ça fonctionne pas pour vous, ça ne greffe pas de chance de passer le concours par une autre voie et donc de tenter une entrée en deuxième année. Il y avait aussi une question tout à l'heure pour les personnes qui sont dans les dom-toms avec les créneaux. En fait, les épreuves d'admission commencent la première, je crois que c'est 8 heures du matin. Donc, en fait, il n'y a pas des créneaux spécifiques donc, pour les gens des dom-toms ou les personnes qui sont à l'étranger. Donc, effectivement, s'il y a des problèmes de décalage horaire, en fait, c'est vous qui choisissez au niveau du calendrier. Donc, vous avez effectivement tout intérêt à vous connecter le plus rapidement possible pour pouvoir choisir le créneau qui vous arrange le plus. Et les horaires indiqués, c'est bien entendu heure de Paris.